bonsoir. Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 37. Moins il y en aura, mieux ce sera. Quel quartier de Monaco sera le grand gagnant de la battle des immeubles lancée par Monaco Info? Hier soir à 20h, c'était au tour de la rue Platy. 3, 2, 1, Ce jeudi soir, les eucalyptus à Fontvieille feront-ils mieux? C'est pour la bonne cause. Il faut soutenir tous ceux qui sont en première ligne face à cette crise. Rendez-vous à 20h avec Ferxel Fourgon en chauffeur de quartier et Erwan Grimaud aux commandes du drone. Erwan et Ferxel qui pourraient bien, si vous faites vraiment beaucoup de bruit ce soir, faire un crapaud challenge juste pour vous les eucalyptus. Laure Manoli. La pizza napolitaine de Toto avec sa tomate et tout le reste. Moi, je vais la faire souffler, gonfler, croustillant. Peut-être que c'est ça la solution pour remporter cette épreuve. C'est de faire quelque chose qui est différent. Et puis, le jour que je trouve au marché, ce qu'il faut. Allez. Parce que c'est pas les napolitaines que je vais faire, c'est. Ouais. Oh yes. Bravo les filles. Voilà, au sommaire de votre émission ce soir. Comment les ballets de Monte-Carlo vivent-ils ce confinement? Nous serons en duplex avec le chorégraphe et directeur des ballets Jean-Christophe Maillot. Et pour les amateurs de gastronomie, nous retrouverons également le sous-chef du grill de l'Hôtel de Paris, Jean-Philippe Berens, qui était jusqu'à hier soir derrière les fourneaux dans l'émission Top Chef. Mais tout de suite, le point info avec vous, Émilie Rousseau. Bonsoir Yann Anthony, vous le savez, certains chantiers ont rouvert en principauté. On peut citer par exemple celui du boulevard du Jardin Exotique ou du Larvoto. Le prince Albert II s'est d'ailleurs rendu sur ce chantier. Aujourd'hui, les travaux ont repris ici depuis le début du mois d'avril en respectant bien évidemment des mesures sanitaires strictes, prise de température obligatoire, distribution de masques et de gants pour les 40 à 60 employés concernés. Un auditeur sécurité est quotidiennement présent sur le chantier afin de faire respecter les règles. Le gouvernement princier avait pris la décision de reprendre le chantier du Larvoto afin de pouvoir se tenir au planning initial, à savoir permettre l'accès à la plage dès le mois de juillet. L'élan de solidarité ne faiblit pas en cette période. Children and Future se mobilise depuis le début de la crise sanitaire. Plus de 70 000 € ont été débloqués afin de soutenir associations et institutions de Monaco et de la région. Une somme qui a permis notamment l'achat de 100 tablettes pour la mairie de Monaco à destination des personnes âgées pour qu'elles restent en contact avec leur famille. 30 ordinateurs ont également été fournis à 2 associations niçoises pour des lycéens et étudiants défavorisés. S'ajoute à cela un don de 30 000 € à la Croix-Rouge monégasque. Une initiative généreuse qui a notamment été possible grâce aux efforts des participants de la No Finish Line de Monaco et de Nice. Beaucoup d'entre nous l'attendaient avec impatience après son succès en 2017. Les organisateurs de la Fête de la Danse ont été contraints d'annuler l'événement qui devait avoir lieu les 4 et 5 juillet prochains. Dans un communiqué, Jean-Christophe Maillot, le directeur chorégraphe des ballets de Monte-Carlo, l'annonce avec regret, mais réfléchit déjà à une nouvelle date pour revivre ce moment mémorable qui mêle public, artistes et danseurs. Merci Émilie. Et justement, nous rejoignons à présent le chorégraphe directeur des ballets de Monte-Carlo. Bonsoir Jean-Christophe Maillot. Bonsoir. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette émission Monaco face au Covid-19. Malheureusement, on vous a dans l'émission le jour de l'annonce d'une mauvaise nouvelle. On a appris aujourd'hui l'annulation de Fête de la Danse. Et oui, malheureusement, on a dû prendre cette décision à regret, bien sûr. On a attendu le dernier moment pour savoir si ça pouvait s'envisager. Moi, je l'imaginais comme un merveilleux retour à la réalité, avec la possibilité pour les gens de se retrouver d'une manière absolument exceptionnelle. Parce que ça devait avoir lieu le 4 juillet. Le 4 et le 5, puisque cette fois-ci, j'avais même imaginé qu'on aurait pu faire une matinée détox et on en aurait eu bien besoin, je pense, après ce confinement, de se retrouver dans une situation où on pouvait un peu tout se remettre en place.
Il y avait eu jusqu'à 28 000 personnes qui s'étaient retrouvées sur la place du Casino pour les fêtes de la danse. Oui, ça avait été un moment absolument incroyable, rare. C'est assez rare quand on pense à quelque chose, quand on imagine un spectacle ou un projet, que ce projet aille aussi près de ce qu'on envisageait pour le meilleur. Et vraiment, j'ai été très surpris et très heureux de voir à quel point les gens ont répondu à cette chose qui finalement nous donnait raison. Les gens ont envie de partager d'une manière un peu différente. Et peut-être que ça a annoncé quelque chose d'ailleurs, parce que cette situation qu'on vit aujourd'hui me permet de dire qu'il faut peut-être penser un petit peu différemment le monde, et puis peut-être aussi la manière dont on envisage la réalité de notre métier, de notre travail. Il y a peut-être des choses à tirer très positives sur cette situation. Jean-Christophe Maillot, les ballets de Monte-Carlo, c'est 120 personnes, dont 50 danseurs venus de 20 pays différents, donc tous confinés. Déjà, ce qui a été particulier, c'est qu'avant même le confinement, vos danseurs arrivaient de Sibérie, sont passés par Milan, foyer de cette épidémie, de cette pandémie, et donc vous vous étiez retrouvés en quatorzaine avant même le confinement. Donc ça fait une éternité que vos danseurs sont isolés. C'est vrai, puisqu'on était rentré le 20 février, on était rentré de Novosibirsk alors qu'on devait continuer cette tournée en allant à Hong Kong et à Shanghai. Donc vous vous doutez qu'on a annulé cette tournée-là, on est revenu et en revenant, effectivement, on est passé par Milan. Et du coup, je les ai confinés pendant 15 jours, ce qui était à mon avis prudent. Et ça fait maintenant donc assez longtemps. On avait repris 4-5 jours au début mars et j'ai senti le vendredi avant l'annonce fatale qu'il fallait faire attention parce que la particularité de notre métier fait que la distanciation sociale, qui est l'horrible mot d'ailleurs, la distanciation physique est quelque chose d'impossible. Et donc, il fallait les protéger, il fallait se protéger. Et donc, ça fait maintenant, oui, pratiquement 3 mois que les danseurs sont inactifs. Comment vous les maintenez en forme ? Écoutez, je vais être très franc, on peut s'inventer des tas de choses, on ne peut pas les maintenir en forme. Maintenir en forme un danseur qui travaille 6 heures par jour dans un studio à fond, c'est évidemment, on peut pallier à la catastrophe, c'est-à-dire on peut organiser comme on le fait, des cours qui sont donnés par ce Zoom où les danseurs se retrouvent. Asia Uriagarika leur donne des cours de pilates tous les matins, Bernice Kopiter leur donne des cours de pointe ensuite. Évidemment, un cours de pointe sur un espace carré d'1 mètre sur 1 mètre, sur un carrelage assez dur, même si on leur a tous fait parvenir un petit bout de tapis de danse pour qu'ils aient des conditions à peu près possibles, fait que je pense que c'est plus leur esprit qui reste éveillé que leur corps. Et je pense que quand on va reprendre, il va falloir s'autoriser le droit de prendre 1 ou 2 mois pour remettre un peu les machines en route et faire attention à ce qu'elles ne s'abîment pas et qu'ils ne se blessent pas. Quand on va reprendre, ça pourrait être quand ? La seule chose dont je suis à peu près sûr, c'est que j'aimerais que début juin, on puisse au moins reprendre l'entraînement. Le seul problème, c'est que je pense qu'on est sûrement la structure la plus fragile, puisqu'il faudrait que je sois en capacité de tester tous les danseurs pour vérifier s'ils ont été immunisés ou non contre le virus, et seulement à ce moment-là, je pourrais tranquillement les faire travailler ensemble. J'ai eu des amis de Moscou, des amis de Suède, des directeurs de compagnie qui m'ont appelé et qui m'ont dit qu'ils avaient l'autorisation de reprendre, à condition d'être 5 maximum dans le studio, de ne pas se toucher et de mettre un masque. Autant vous dire que ça n'a aucun sens. Moi, j'ai l'espoir de reprendre en septembre, et si tout va bien, j'ai l'espoir de pouvoir tourner le film de la Mégère apprivoisée pour France 2 comme on l'avait prévu, au mois de juillet au Grimaldi Forum, mais évidemment sans public. Et les premières représentations, vous avez de la visibilité ? Moi, mon objectif, c'est octobre à la salle Garnier. J'envisage même la possibilité qu'on divise le public en 2 si c'est nécessaire. Mais cependant, des choses germent dans mon esprit, et comme je suis malheureusement obligé de penser que toutes nos tournées internationales seront supprimées d'ici le mois de décembre, c'est-à-dire la Chine à nouveau, le Japon, les États-Unis, je suis en train de réfléchir à une nouvelle manière de pouvoir présenter des spectacles, sachant que les gens ne pourront pas venir dans les salles de spectacle. Comment je peux trouver un moyen d'aller chez eux,
et de penser un spectacle qui serait évidemment filmé dans notre propre lieu, mais sans tomber dans le piège d'une captation d'un spectacle qui serait assez pauvre, non, de vraiment concevoir quelque chose avec l'image qui puisse donner au public l'occasion de voir sous une forme totalement différente ce qu'il ne verrait jamais au théâtre. Et c'est quelque chose qui mûrit beaucoup et qui, je dois dire, m'inspire pas mal. Alors, je ne suis pas du tout inspiré sur la dimension traditionnelle de notre métier, parce que là, je suis tellement dépité par la situation que rien ne sort. Mais des nouvelles formes de spectacle, des nouvelles manières de toucher le public, ça m'intéresse. D'accord, donc ce n'est pas le chorégraphe dont l'imagination est en ébullition en ce moment, c'est le directeur de ballet. Exactement, c'est celui qui se pose la question, quelle est sa légitimité dans une situation où on a une chance extraordinaire à Monte-Carlo d'avoir toujours le soutien du gouvernement et de savoir qu'il nous appuie, il nous aide alors que il y a un sentiment de culpabilité terrible, on se sent inutile, on se sent pas productif. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai au minimum montré les spectacles sur la chaîne de Monaco Info, mais oui, il y a un sentiment terrible d'inutilité. Et donc, comment rendre au public et au gouvernement, à ceux qui nous soutiennent, quelque chose qui soit digne de ce nom? Et je vais essayer de trouver des moyens de multiplier ces apparitions sur le territoire ou sur votre télé. Jean-Christophe Maillot, dans la ville, vous disiez qu'il y avait 3 mois de perdus, en clair, pour vos danseurs. La carrière d'un danseur, d'une danseuse étoile, c'est combien de temps? Oh, allez, dans le meilleur des cas, c'est une quinzaine, vingtaine d'années. Jusqu'à 20 ans, d'accord. Donc, parce que là, c'est presque une année perdue. Pour les jeunes danseurs, là, il y a des danseurs que j'ai engagés en janvier, par exemple, sont arrivés dans la compagnie en janvier. C'est un coup d'arrêt absolument terrifiant et ils sont... je sens qu'il y a une forme de panique. Mais je crois que le plus important, c'est de vraiment prendre conscience de leur sentiment d'inutilité, ce sentiment de ne servir à rien, de ne pas être productif, mais dans le bon sens. Autant moi, je peux profiter de manière assez merveilleuse de cet arrêt qui est quelque chose... C'est pas mal qu'on nous force à nous arrêter un moment. Et je pense que c'est pour tout le monde, c'est même un moment assez fort et terrifiant, parce qu'on fait face à soi-même, on a le temps de réfléchir, on n'a pas l'excuse d'être en train de courir, on a le temps de se regarder, on a le temps de regarder les autres, et parfois c'est merveilleux, parfois c'est terrifiant. Et pour les danseurs, c'est quelque chose de terrible de perdre une année, proportionnellement, c'est 10 ans de la vie professionnelle de quelqu'un d'autre, donc c'est quelque chose d'assez angoissant. Mais ce sont des danseurs, vous savez, ce sont des gens avec une force assez exceptionnelle, et la résilience du danseur est quelque chose de très impressionnant. Donc je suis assez confiant là-dessus, je les surveille, j'essaye de voir si il y en a qui se trouvent dans des situations un peu délicates, mais pour le moment, j'ai l'impression que tout le monde tient bien et a très envie de revenir. Toute dernière question, Jean-Christophe Maillot, cette période où finalement, c'est ça, vous avez le temps de réfléchir, on s'arrête de courir, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de bon, selon vous? Le monde d'après? Écoutez, il faudrait... Vous avez 4 heures. Il faudrait avoir peut-être une espèce de vision un peu utopique sur la beauté de l'humanité. Moi, je suis un peu réservé. Je pense qu'on a tous conscience qu'il faudrait que les choses changent. J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Par contre, je suis optimiste de nature et je pense qu'il y a des choses qui se réinventent d'elles-mêmes. Il y aura une espèce d'accélération, à mon avis, très forte, due sûrement à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui nous sauve. Hein, si on compte sur ceux qui ont vécu la période qui précède, ça ne va pas être facile. Mais je pense qu'il va y avoir une accélération, une inventivité assez forte de gens qui vont trouver les moyens de penser le monde un petit peu différemment, mais encore faut-il se débarrasser de tout ce monde qui est derrière nous et qui n'est pas le monde le plus beau qui soit. Je ne suis pas sûr que la génération que je représente est la génération qui soit la plus exemplaire sur ce que le monde a pu produire de merveilleux. Jean-Christophe Maillot, chorégraphe et directeur des ballets de Monte-Carlo. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui, c'était très inspirant. Merci. C'est parti pour les infos pratiques avec vous, Émilie Rousseau. Une nouvelle
phase vient de débuter concernant la distribution des kits de masques en tissu, Yann Anthony. Elle concerne désormais l'ensemble des résidents âgés de 16 à 65 ans. Inutile de se déplacer à la mairie pour récupérer ces fameux masques. Ils sont livrés directement dans votre boîte aux lettres jusqu'à la fin de semaine prochaine afin de couvrir l'ensemble du territoire. En cas de non-réception des masques, la mairie de Monaco demande de bien vouloir patienter et de ne vous manifester qu'après cette date du 30 avril. Comment se perfectionner en langue étrangère tout en s'amusant? Shibuya Productions a la solution. La société monégasque a développé un jeu d'aventure et de réflexion disponible en 5 langues et depuis peu en monégasque. Un jeu pour tous les âges à découvrir seul ou à deux, idéal donc pour partager un moment parent-enfant. Swaptails Léon est disponible sur Apple Store et Google Play. Et puisque nous vous parlons de Shibuya Productions, un mot sur le premier manga monégasque. Blitz est sorti en février dernier. Il raconte l'histoire d'un jeune collégien qui se passionne soudainement pour les échecs. Et bien Blitz est désormais disponible sur Shonen Jump Plus. Shonen Jump Plus, c'est la mecque éditoriale du manga, comme le dit si bien l'auteur de Blitz, Cédric Biscay. C'est la première fois qu'un manga monégasque est référencé dans ce magazine qui réunit aussi Dragon Ball, One Piece ou Olive et Tom pour les connaisseurs. Qu'avez-vous fait durant cette période de confinement que vous n'auriez jamais fait en temps normal? C'est la question que nous vous avons posée sur le réseau Malitia. Eh bien clairement, vous êtes une grande majorité à être passé derrière les fourneaux et tester de bons petits plats. Le ménage et le bricolage font également partie des activités plébiscitées. À égalité, on retrouve le sport, le jardinage et le rangement de printemps. Le télétravail fait aussi partie des réponses des membres du réseau. Et oui, Yann Anthony, même en confinement, on continue de travailler. Face au virus, la résistance est en place. Voici à présent le best-of de vos posts sur le réseau Malizia. Ciao ragazza, me revoilà. Je suis venu te dire que tu me plais, que je vais te chanter una canzone d'amor, oh sole mio. Katarina, chic chic, Voilà, Luke Skywalker avec R2D2, en fait, c'est Romain Tenin du Nodal de Monaco Info. C'est lui qui met l'émission à l'antenne 7 jours sur 7 depuis le début du confinement. Et là, 7 jours sur 7, je peux vous dire que R2D2, il n'est pas là. Vous pourriez déjà connaître notre prochain invité pour 2 raisons. Soit parce que vous avez la chance d'être un client régulier du grill, soit parce que vous regardez l'émission Top Chef à la télévision. Bonsoir Jean-Philippe Berens. Bonsoir. Bonsoir chef en fait, mais malheureusement on vous retrouve un jour, un lendemain d'élimination. Vous avez été éliminé de Top Chef hier soir. Je reste très très fair play, c'est le jeu, j'avais accepté la règle et c'est comme ça. Et voilà, ça reste qu'un jeu. Au tout départ, la genèse, vous rêviez d'intégrer la brigade de Philippe Etchebest, donc dans l'émission Top Chef sur M6. Vous êtes retrouvé dans la brigade d'Hélène Darroze, mais ça s'est très bien passé. Enfin, pas si bien que ça parce que vous êtes quand même sorti, mais ensuite vous avez réintégré l'émission au sein de la brigade de Philippe Etchebest. Ouais, tout à fait, c'était vraiment mon but d'intégrer le concours et d'intégrer la brigade du chef Philippe Etchebest. Bon, au final, j'ai réussi à intégrer celle de la chef Hélène Darroze et finalement, j'étais pas déçu, j'étais vraiment très content d'intégrer sa brigade parce que c'est vraiment quelqu'un de bienveillant et c'est vraiment une chef extraordinaire qui a beaucoup d'amour pour ses candidats. Et c'est vrai que j'ai eu aussi la chance de réintégrer le concours et d'intégrer la brigade de Philippe Etchebest. Donc j'ai eu le droit à 2 coachings avec 2 chefs différents et c'était une sacrée expérience. Et pourquoi Qu'est-ce qu'on apprend dans une expérience comme celle-ci? On apprend énormément sur soi. Ça c'est vraiment la première chose que je peux dire. C'est ce sentiment en fait qu'on a. On pense être quelqu'un en intégrant le concours, un cuisinier. Mais on en sort tellement grandi, ouvert d'esprit. Moi, vraiment, ça m'a vraiment changé. J'en suis sorti vraiment grandi de cette expérience.
Je vous rassure, quand je regarde votre CV, vous étiez quelqu'un avant de rentrer, hein, parce que vous avez 29 ans, vous êtes passé par la maison Ducasse, Plaza Athénée, puis la cuisine du Prince de Galles, et maintenant vous êtes sous-chef au grill de l'hôtel de Paris. D'ailleurs, là je vous vois, vous êtes dans la salle du grill, vous êtes en train de travailler. Oui, tout à fait. On est en train de travailler parce qu'on a on a nos clients qui sont confinés, une partie de nos clients qui sont confinés dans l'hôtel et du coup, on assure le service du room service en équipe réduite. Donc, j'ai la chance d'être l'un des rares à pouvoir continuer à travailler. Ah, c'est juste parce qu'à l'hôtel de Paris, il y a des clients résidents. Donc en fait, c'est ça, c'est aussi les clients de l'hôtel Hermitage et l'ensemble des clients de la SBM qui se retrouvent confinés dans l'hôtel de Paris, c'est ça? Exactement, c'est ces clients-là qui sont confinés à l'hôtel de Paris et du coup, on essaie de leur assurer le meilleur service possible en essayant de varier les menus chaque jour. Et bon, ça reste un exercice pas simple, mais on essaye de leur faire plaisir au maximum. Vous êtes combien en cuisine en ce moment à l'hôtel de Paris? En cuisine, en ce moment, à l'hôtel de Paris, on est 6 cuisiniers à tourner 7 jours sur 7. Vous n'avez aucun souci en approvisionnement? Vous avez tous les produits que vous souhaitez? Ou est-ce que vous avez changé peut-être les produits que vous utilisiez dans votre cuisine? Alors, c'est sûr qu'on a dû s'adapter parce qu'on a pas mal de nos fournisseurs qui sont fermés. Donc, on essaie de s'adapter avec ceux qui continuent à pouvoir nous fournir, notamment en principauté. Ça reste une organisation différente, mais on arrive à se fournir avec des produits frais et de qualité. Jean-Philippe Berens, en ce moment, on le voit hein, sur les réseaux sociaux, tout le monde cuisine. Voilà, les gens ont décidé de profiter du confinement pour cuisiner et ça tombe bien. Vous avez commencé à publier des recettes sur les réseaux sociaux sur votre compte Instagram. Ouais, tout à fait. C'est vrai que le confinement, bah, du coup, on peut pas sortir, on peut pas aller au restaurant. Et si je peux dire, quand on n'a pas de jardin ou quand on n'a pas toutes ces choses-là qu'on peut avoir dans une grande maison, le seul truc qui nous reste, c'est s'alimenter et cuisiner. Donc, c'est vrai que j'ai décidé de proposer un maximum de recettes, une par jour à peu près, qui est très simple à faire et que tout le monde peut réaliser à la maison. C'est vraiment, vraiment simple ou pas? Parce que, Oui, parce que les recettes d'un chef, de l'hôtel de Paris, a priori, mais d'ailleurs, est-ce que vous-même, quand c'est votre métier de cuisiner toute la journée, quand vous êtes chez vous, vous cuisinez vous-même? Alors moi, je le fais tous les jours, donc c'est vrai que le week-end, j'essaye de me changer un peu l'esprit et d'aller un peu travailler mon palais, d'aller découvrir des restaurants dans la région. Et donc, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de cuisiner vraiment réellement à la maison, donc là, du coup, j'en profite et je me suis vraiment rendu compte qu'à la maison, avec très peu de choses et avec de très bons produits, on peut faire une très bonne cuisine. Oui, parce qu'effectivement, vous vous êtes habitué à avoir tout le matériel, tous les produits sous la main. Ça doit être compliqué quand vous êtes dans votre cuisine avec peu d'ustensiles finalement. Oui, c'est vrai que c'est pas simple. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai pas de batteur à la maison, donc c'est vrai que quand je veux faire une chantilly ou quand je veux faire une pâte, bah, je fais tout à la main. Donc c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. En même temps, on fait un peu de sport, mais voilà, c'est tout à fait réalisable avec très peu de matériel. Là, maintenant, vous vivez comment ce confinement? Est-ce que c'est une épreuve pour vous? Est-ce que c'est le moment de réfléchir à la suite? Le confinement, bon après j'ai la chance, je m'estime vraiment chanceux de pouvoir continuer à travailler, donc c'est vrai que l'ennui, je l'ai pas. Donc, après, c'est vrai que ça nous pose à se poser des questions. C'est vrai que on pense à la réouverture de notre restaurant, au point de restauration de l'hôtel, et c'est vrai que ça va être une contrainte sanitaire en plus auquel il va falloir s'adapter. Mais après, je suis persuadé que de cette épreuve, on va en sortir plus fort. Déjà maintenant, vous êtes soumis à... J'imagine que vous travaillez dans des conditions sanitaires particulières. Est-ce que vous travaillez avec un masque, par exemple? Le masque est obligatoire, le port des gants aussi, et on essaye de respecter une distance de sécurité d'1,50 m entre chaque collaborateur. Au début, cuisiner avec un masque, c'est un peu contraignant, mais après, très honnêtement, on s'y habitue très vite. Après, on le met et on n'y pense plus, et on fait toute la journée, et on l'enlève quand on part. Et non, c'est pas une contrainte, c'est qu'une question d'habitude. Alors, j'imagine que vos rêves, et je ne vais pas vous prendre trop de temps parce que vous êtes en train de travailler, Jean-Philippe Berens, mais j'imagine que votre rêve, c'est d'ouvrir un restaurant quand vous voyez les conditions actuelles, quand on voit qu'à cette sortie de crise, a priori, un quart des restaurants de France et peut-être certains établissements aussi en principauté pourraient être contraints de mettre la clé sous la porte. Vous vous rendez compte que c'est une responsabilité, c'est une aventure entrepreneuriale et c'est une prise de risque surtout. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une réelle prise de risque et c'est vrai que ça pousse à réfléchir. C'était d'actualité d'ici les 1 ou 2 ans d'ouvrir mon restaurant. Et c'est vrai qu'on va laisser passer un peu cette crise sanitaire et je suis persuadé que de tout ça, on en sortira vraiment. Enfin, ça restera comme une expérience en fait et on se servira de nos erreurs pour ne pas pouvoir ne plus les commettre de nouveau en fait. Mais c'est vrai que ça pousse à réflexion et pour l'instant, on va laisser passer tout ça.
Voilà, vous êtes un optimiste, Jean-Philippe Bérins. Il sortira du bon de tout ce mal. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été malheureusement éliminé de Top Chef hier soir. Bravo néanmoins pour ce parcours. Et donc, vous êtes sous-chef au grill de l'Hôtel de Paris et vous êtes sur le pont. Vous travaillez en ce moment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Allez, voici le best-of à présent des réseaux sociaux. Oh bordel! Oh merde! Ah. Le collier d'immunité. Ah. Ça y est, je suis immunisé. Je vais sortir en premier. Sans masque. Je l'ai pas trouvé, hein? De mon corps! Quel quartier de Monaco fera le plus de bruit en hommage aux héros de cette crise? Ce jeudi soir à 20h pour la Battle des immeubles, nous serons à Fontvieille du côté des eucalyptus. Et pour augmenter vos chances de remporter le prix, un petit conseil. N'hésitez pas à vous filmer et à partager les images sur le réseau Malizia, sur Facebook, parce que ça nous permet de vivre cette battle de l'intérieur et puis nous pourrons les diffuser sur Monaco Info. Et puis, avis aux amis du Larvoto, notre équipe y sera vendredi soir du côté du Testimonio des Carmes et du Rocabella. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19h tout le temps de cette crise. À demain sur Monaco Info.